Alors, elles sont un peu inquiètes, hein, donc vous serez indulgents. Mais bon, c'est une controverse qui, bon, peut être intéressante. Enfin, il me semble en tout cas, qui sera co-gérée par Camille Holman, qui est pneumologue pédiatre à Lyon, et Aurore Blondet, qui est à Nancy. Donc, sur effectivement l'introduction des modulateurs de CFTR chez les enfants atteints de mucoviscidose. Donc, c'est une controverse, faire preuve un peu de mauvaise foi. Chacun avance ses arguments. Allez, à vous de jouer. Déjà, bonjour à tous et merci de nous avoir invités à parler à ce beau congrès. Donc, on va vous présenter, Aurore et moi, la controverse sur l'introduction précoce des modulateurs de CFTR. On avait prévu de faire un petit peu quelque chose d'interactif pour vous réveiller après le repas. On avait prévu de faire un WooClap où on faisait voter tout le monde, mais on peut pas vu qu'il n'y a pas de Wi-Fi. Donc, on va voter à main levée. Donc, je vais vous poser les questions et je vais vous laisser voter. Dès que je dis la réponse, vous levez la main si vous pensez que c'est ça. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réponse. Et l'idée, c'est juste d'avoir un petit aperçu. Les questions, elles vous seront posées là et en fin de topo. Donc, selon vous, les enfants atteints de mucoviscidose classique éligibles au modulateur Orkambi doivent-ils débuter le modulateur le plus tôt possible dès 12 mois? Première réponse, oui, systématiquement. OK. Non, jamais. OK. Et troisième réponse, non, que pour les nourrissons symptomatiques. OK. Ouais, il y a pas de mauvaise réponse, vraiment. C'est juste pour voir un petit peu ce que vous en pensez. Selon vous, les enfants atteints de mucoviscidose classique éligibles au modulateur Kaftrio doivent-ils débuter le traitement le plus précocement possible, soit à partir de l'âge de 2 ans? Première réponse, oui, systématiquement. D'accord. Deuxième réponse, non. On débutera uniquement si son état respiratoire se dégrade ou si sa croissance staturopondérale est mauvaise. OK, quelques réponses. Troisième réponse, non. On laisse les patients homozygotes sous Orkambi s'ils sont stables et peu symptomatiques. D'accord. Quelques bras levés également. Et quatrième réponse, non, car les parents ont peur des effets secondaires à 2 ans et on attend que les parents soient prêts pour débuter le Kaftrio. OK, oui, non, mais faut défendre ses opinions. Troisième question, selon vous, les enfants de 2 ans atteints d'une mucoviscidose classique qui ont des troubles du sommeil importants ou une hyperactivité ou des troubles du comportement doivent-ils prendre le Kaftrio dès l'âge de 2 ans? Première réponse, oui, sans problème. Ouais, très bien. Deuxième réponse, oui, mais avec prudence. OK. Troisième réponse, non, on attendra quelques mois que ces troubles du sommeil et du comportement s'améliorent pour ne pas les amplifier. OK. Et quatrième réponse, non, c'est contre-indiqué. OK, très bien. Donc on verra si on arrive à vous faire changer d'avis dans un sens ou dans l'autre avec notre controverse. Donc juste une petite diapositive de rappel pour notamment les gens qui ne sont pas dans le domaine de la pédiatrie. Pour l'introduction des modulateurs, en fait, nous en pédiatrie, on a eu des timings un peu différents de l'adulte. Tout d'abord, le Calideco, on a pu commencer à le prescrire à partir de 2012 chez plus de 6 ans, puis en 2016 chez plus de 2 ans avec la même année l'Orkambi pour les plus de 12 ans. En 2018, l'Orkambi pour les plus de 6 ans, puis très rapidement l'Orkambi pour les plus de 2 ans, et le Calideco pour les plus de 1 an. Après, à partir des années 2020-2021, ça s'accélère, avec en 2020 le Calideco pour les plus de 6 mois, le Kaftrio en 2021 pour les plus de 12 ans, puis après le Calideco pour les plus de 4 mois, en 2022 le Kaftrio pour les plus de 6 ans, en 2023 l'accès précoce pour le Kaftrio pour les plus de 2 ans et en fin 2023 l'Orkambi pour les plus d'1 an. Et là récemment il y a eu l'accord d'AMM pour le Calideco pour les plus de 1 mois, mais il n'y a pas l'accord de remboursement a priori selon les infos qu'on a eues. Et on espère en 2025 peut-être l'accès précoce Orkambi pour les plus de 4 mois ou l'accès précoce Kaftrio pour les plus d'1 an. Voilà, donc, on espère. Le plan de notre présentation, ça sera un pour ou contre. Et moi, je vais vous faire les arguments pour l'introduction précoce des modulateurs de CFTR. Par précoce, on entend pour les enfants de moins de 6 ans, pour les 0 à 5 ans.
Et je vais vous présenter modulateur par modulateur avec les études pour essayer de vous convaincre avec des preuves scientifiques formelles. Donc tout d'abord pour l'Ivacaftor, il y a eu plusieurs études. C'est donc le modulateur qu'on a depuis le plus longtemps en pédiatrie. On a l'étude Kiwi pour les enfants de 2-5 ans qui a été publiée en 2016 avec un effectif de 34 patients, une baisse du test sudoral de 46 millimoles, une amélioration de l'IMC de 0,4 Z-score et une augmentation de l'élastase fécale de plus 99 microgrammes par gramme. Après, on a eu les études Arrival, d'abord celle pour les 12-24 mois avec un effectif de 25 patients, une baisse du test sudoral de 73 millimoles, une amélioration des Z-scores anthropométriques. Bon, je ne vais pas vous les détailler à chaque fois, vous les avez à l'écran, mais légère. Et une amélioration, enfin une augmentation de l'élastase fécale à plus 164 microgrammes par gramme. Après, encore plus récemment, on a eu l'étude pour les 4-12 mois qui a été publiée en 2021. Donc un plus petit effectif, 17 patients. Toujours une baisse du test sudoral de moins 55 millimoles par litre. Toujours une amélioration des paramètres anthropométriques et une augmentation de l'élastase fécale comparable à celle de l'étude des 12-24 mois. Et la dernière étude, la plus récente, l'étude pour les 1 à 4 mois, publiée en 2024, avec un tout petit effectif, il n'y a que 7 patients, mais bon, c'est des mutations qui sont rares, avec un test sudoral qui s'améliorait pour ces patients avec moins 40 millimoles par litre, une franche amélioration des paramètres anthropométriques, mais bon, sur un petit effectif de patients, et une amélioration, une augmentation de l'élastase fécale à plus 103 microgrammes par gramme. Après, pour l'Orkambi, on a des études pour les 2-5 ans, notamment celle publiée en 2019, avec un effectif de 60 patients, et c'est un peu la même chose. Donc, il y a des améliorations du test de la sueur, mais qui sont moins importantes qu'avec le Calideco, donc moins 31,7 millimoles. Des améliorations légères, voire une stabilité des données anthropométriques et une amélioration, une augmentation de l'élastase fécale à plus 52 microgrammes par gramme. Et ce qu'on peut noter pour ces patients qui sont delta F 508 homozygotes, donc pour la grande majorité insuffisants pancréatiques, là, il y a 4 enfants qui deviennent suffisants pancréatiques. Dans l'étude, il y a également une analyse des données de LCI qui montre une amélioration du LCI sur 24 semaines avec moins 0,58 points. Après, il y a une étude pour les 12-24 mois qui est plus récente, qui est de 2022, avec un effectif de 46 patients qui montre une baisse du test sudoral, pas beaucoup d'amélioration des données anthropométriques et également une augmentation de l'élastase fécale et aussi 4 enfants qui deviennent suffisants pancréatiques. Pas de données, par contre, de souffle parce qu'ils sont tout petits. Pour l'Orkambi, on a eu une extension des études chez les 2-5 ans qui montrait qu'il y avait un maintien des différents paramètres exposés sur 120 semaines. Dans la vie réelle, on a des données sur Orkambi. On a notamment une étude de cohorte, le CFS-PR. Donc, c'est une étude qui est faite chez les enfants de 2-5 ans sur des registres européens qui a comptabilisé 681 enfants traités par Orkambi, comparés à des enfants naïfs de modulateurs. Et ceci a permis de mettre en évidence une amélioration de l'IMC, du poids, de la taille, et également moins d'exacerbations respiratoires et d'hospitalisation. Alors, il y a aussi une étude ORL, il n'y en a pas beaucoup pour le moment, qui permet de montrer une amélioration des scores IRM des sinus chez des enfants âgés de 0 à 12 ans après 2 mois de traitement par Orkambi. Et là, je vous ai mis une étude également de cohorte nationale, la dernière qui est en bas, danoise, chez des enfants de 2-5 ans, qui analyse des données chez 59 enfants, qui réalisent des multiple brief washout avec analyse des trajectoires du VDE. C'est un paramètre de ventilation, c'est la Ventilation Distribution Efficiency. C'est un équivalent de LCI qui, selon cet article, serait un peu plus fin. Bon, voilà. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est que sur la figure, on voit que on a une diminution du Z-score de VDE sans Orkambi et que la mise en place d'Orkambi permet en fait de corriger cette trajectoire, voire d'augmenter un petit peu ce Z-score.
Et voilà, pour le dernier modulateur, le dernier qu'on a en date pour les enfants actuellement d'âgés de plus de 2 ans. Dans cette étude, vous la connaissez quasiment tous, en tout cas peut-être les pédiatres. Donc c'était une étude de phase 3 avec 75 enfants âgés de 2 à 5 ans. C'est comme les autres études, des études d'analyse pharmacocinétique, de sécurité et de tolérance. Et ce qui a pu être noté pour ces patients, c'est une baisse du test de la sueur de moins 57 millimoles par litre. Là, il y avait des données LCI, donc une diminution de moins 0,83 unités du LCI qui était pathologique pour ces enfants, car retrouvé à 8,41 au début de l'étude. Il retrouvait également 0,32 exacerbations pulmonaires par an. L'IMC était stable sur ces données qui étaient récoltées sur 24 semaines, mais il notait également une augmentation de l'élastase fécale plus modeste de plus 39 microgrammes par gramme avec 4 patients qui devenaient suffisants pancréatiques. Pour le Kaftrio, on n'a vraiment pas beaucoup de données de vie réelle parce que, en fait, toutes les études sont en cours. Il y a quasiment rien de publié. Donc, on a quelques cas cliniques. Voilà, on attend avec impatience toutes les données, modules CF ou autres, pour pouvoir faire des jolis topos, des jolies publications. Donc là, j'ai vu dans la littérature un cas sur un bébé qui avait un pseudokyste méconial, donc un ileus méconial très important, qui a nécessité une résection intestinale qui s'est malheureusement terminée avec un grêle court, avec également une atteinte respiratoire avec oxygénodépendance. L'équipe médicale avait décidé de traiter ce bébé par Kaftrio via le lait maternel. Ça n'a pas suffi pour régler le problème d'ileus. Puis finalement a décidé d'introduire le Kaftrio à l'âge de 5 mois de vie, ce qui a permis le sevrage en oxygène et l'amélioration de l'état nutritionnel et même une normalisation de l'élastase fécale. Et à la marge, j'avais trouvé un cas de rhumatologie, c'est un peu plus à la marge, d'une fillette de 4 ans qui présentait une arthropathie sans étiologie mise en évidence, évoluant depuis l'âge de 2 ans pendant 2 ans, et qui a été résolutive sous Kaftrio. Donc vraiment pas beaucoup de données de vraie vie. Là, je vous présente quand même un cas clinique pour finir de vous convaincre. Donc c'est un petit patient lyonnais, donc un bébé de 6 mois, Delta F508 homozygote, qui a fait plusieurs épisodes de détresse respiratoire depuis sa naissance, avec 3 hospitalisations, 4 cures d'antibiotiques, Péros et IV, colonisé uniquement à Staph, et qui, à 2 mois de vie, a eu une atélectasie complète du lobe supérieur gauche, avec au scanner également des petites atélectasies diffuses et des impactions mucoïdes. Donc l'atteinte respiratoire peut être sévère et précoce chez des patients mucos. Voilà, et donc la persistance de cette atélectasie complète du lobe supérieur gauche, malgré 2 fibroscopies bronchiques pour essayer de déboucher ça, et après traitement médical maximal et bien mené chez un patient et chez des parents très très compliants qui faisaient absolument tout ce qu'on leur a demandé, on a fini par de faire une demande après des RCP multiples au CRMR, une demande compassionnelle de Kaftrio, qui a été acceptée auprès de la CPAM. Donc, on a débuté le traitement par Kaftrio pour ce patient à l'âge de 7 mois, ce qui a permis une levée totale de l'atélectasie, comme vous voyez sur les radios et sur les scanners, une augmentation de l'élastase fécale avec maintenant une élastase fécale supérieure à 500 microgrammes par gramme. Le patient est désormais suffisant pancréatique. On a pu arrêter les extraits pancréatiques. Le test de la sueur s'est normalisé. Et comme il était petit, qu'il n'y a pas beaucoup de données, on a fait des dosages réguliers du traitement pour adapter les doses, ce qui nous a permis de les augmenter de manière progressive. Devant une telle amélioration, l'enfant n'est plus hospitalisé, n'a plus de signes de lutte, se développe tout à fait normalement. On a partagé nos données avec le CRMR bien sûr, et ce qui nous a permis d'obtenir, grâce à leur soutien, une autorisation de prescription compassionnelle de Kaftrio jusqu'à l'âge de 2 ans pour ce patient. Donc, en conclusion, les arguments en faveur de l'introduction précoce des modulateurs de CFTR, ça permet d'obtenir une meilleure fonction respiratoire, même à un âge précoce, avec moins d'exacerbations, moins d'hospitalisation et des meilleurs LCI. On a également une diminution de l'atteinte naso-sinusienne, une amélioration des paramètres de croissance staturopondérale et une réversibilité de l'insuffisance pancréatique exocrine chez certains patients.
Donc, l'introduction précoce des modulateurs de CFTR permettrait une prévention des lésions respiratoires. On en a parlé un petit peu ce matin avec les dilatations des bronches. Donc, chez un patient comme présenté juste avant, sur une atélectasie importante comme ça, on peut s'attendre à un développement de dilatation des bronches assez rapidement. Et la mise en place de Kaftrio permet probablement d'améliorer son pronostic respiratoire à l'âge adulte. Et également la prévention des lésions extra-respiratoires, mais ça, on n'a pas de données, enfin, il y a vraiment pas encore grand-chose sur les atteintes hépatiques, notamment, ou diabète. L'introduction précoce des modulateurs permettrait également une diminution de la lourdeur des soins, mais on attend les études en vie réelle. Et le but ultime, c'est bien sûr l'amélioration de la qualité de vie et la survie des patients. Donc, j'espère vous avoir convaincu. Je laisse la parole à ma collègue qui va vous présenter le contre. Donc, merci Camille pour ta présentation. Je reprends la main pour vous présenter la partie contre. Donc voici mon plan. Déjà, je vais vous parler des effets indésirables des différents modulateurs, ensuite des contraintes liées à la surveillance sous modulateur et puis pour finir, l'impact économique. Donc je commence avec les effets secondaires neuropsychologiques de Kaftrio en vous présentant une étude française qui est publiée dans le Lancet depuis 2024. Qui présente les effets indésirables neuropsychologiques sur les troubles du sommeil et les troubles du comportement chez des enfants qui étaient inclus dans l'étude de module CF, donc 197 enfants de 2 à 5 ans, recrutés dans 34 CRCM français qui ont été suivis au moment de l'initiation de Kaftrio, 1 mois après, puis 3 mois après. Les données ont été obtenues à partir de questionnaires standardisés qui ont été complétés par les parents sur les effets indésirables comportementaux et les troubles du sommeil. Donc voici les principaux résultats qui sont quand même intéressants. À 1 mois, 47% des enfants ont un changement de comportement rapporté par les parents. 15% seulement de ces enfants avaient des troubles préexistants. Donc, chez ces enfants qui avaient des troubles préexistants, les troubles ont pu être amplifiés, notamment les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité pour 33% des cas, l'irritabilité dans 17% des cas, la tristesse anormale pour 11% des cas. Et puis, la plupart des patients n'avaient donc pas de troubles du comportement avant de débuter le traitement et sous traitement sont décrits pour 49% des cas des troubles du sommeil, 48% des cas des difficultés à s'endormir, des réveils nocturnes dans 35% des cas, cauchemars anormaux 20%, comportement d'opposition 6% et agressivité 10%. Dans 62% des cas, ces troubles apparaissent assez tôt, dès la première semaine, et persistent au moins 3 mois sous traitement. Il n'avait pas été montré dans cette étude de corrélation avec un surdosage du médicament. Ces effets secondaires neuropsychologiques ne sont pas prédictibles, ils peuvent apparaître chez tout enfant. Donc il faut être prudent avec la mise en place de ce traitement qui n'est pas dénué d'effets secondaires neuropsychologiques chez les enfants de 2 ans qui sont en plein développement cérébral. Persiste encore beaucoup d'inconnus, notamment est-ce que ces troubles, quand ils apparaissent, combien de temps ils vont persister, est-ce qu'ils vont s'améliorer, s'aggraver, ça on ne sait pas encore. Que faire chez ces enfants qui ont déjà des troubles du comportement ou du sommeil? Est-ce qu'on retarde la mise en place du modulateur ou pas? Et puis, que faire chez les enfants qui ont une maladie peu symptomatique, qui sont bien contrôlés avec des traitements simples ou bien contrôlés sous Orkambi. Ensuite, les effets secondaires sur le foie. Donc, je vous présente les études déjà pour Orkambi. L'étude de 2022 qui concernait les enfants de 1 à 2 ans, donc 46 enfants qui débutaient Orkambi. Il était quand même montré des cytolyses majeures pour 2% et demi des enfants, avec des adatalates à plus de 8 fois la normale, 4,3% de cytolyse modérée et 10% quand même de cytolyse légère, avec des augmentations à plus de 3 fois la normale. Sous Kaftrio, donc l'étude publiée par Goralski en 2023, donc 75 enfants de 2 à 5 ans ont pu débuter le traitement par Kaftrio. Là, pareil, des cytolyses sont décrites un tout petit peu moins que sous Orkambi, mais quand même 1,3% de cytolyse majeure, avec plus de 8 fois la normale sur les enzymes, dont nécessité d'un arrêt de traitement chez un enfant, des cytolyses modérées chez 2,7% des enfants et cytolyse légère dans 8% des cas.
Ensuite, il y a des conséquences au niveau ophtalmologique. Vous savez qu'il faut surveiller le fond d'œil et la lampe à fente chez ces enfants parce qu'il est décrit des opacités du cristallin. Dans l'étude de Kaftrio de Goralski 2023, aucun enfant n'avait présenté de cataracte, mais un enfant avait présenté des opacités du cristallin. Sous Orkambi également, il y a des données que je vous ai pas notées, mais il y a eu aussi des cas. Ensuite, sous Orkambi, il est décrit de la toux et parfois de l'hyperactivité bronchique. Dans l'étude du Lancet de 2019, 60 enfants de 2 à 5 ans avaient débuté Orkambi. 63% déclaraient en effet indésirable une majoration de la toux. Et dans l'étude des plus petits, 1 à 2 ans, qui débutaient Orkambi, environ 35% des effets indésirables retrouvaient la majoration de la toux et 21% d'exacerbation pulmonaire. Alors c'est vrai que dans toutes les études, il n'est pas montré d'asthme ou d'hyperactivité bronchique, mais nous, en pratique, en pédiatrie, on en a régulièrement des enfants qui aggravent leur asthme à la mise sous Orkambi et parfois même on doit arrêter le traitement parce que l'asthme va pas bien. Ensuite, au niveau dermatologique, il est décrit sous Kaftrio des atteintes cutanées, des éruptions cutanées. Donc, dans l'étude de Goralski 2023, 20% quand même des enfants ont eu une éruption cutanée. 2 enfants ont dû interrompre le traitement pour ça. Et puis, il y a maintenant qui est décrit des chalazions oculaires, donc nombreux cas cliniques décrits, et puis une étude qui va être en cours pour évaluer la tolérance, parce que la prévalence, pardon, parce que pour l'instant, c'était pas décrit dans les études de phase 3. Donc voilà pour les effets indésirables. Ensuite, pour les contraintes liées à la surveillance sous traitement, donc chez ces petits enfants chez qui on introduit Kaftrio ou Orkambi, ils doivent venir plus souvent au CRCM. À chaque venue, on va leur faire des prises de sang à l'initiation, 1 mois après, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc c'est quand même très invasif pour ces petits bébés. Les HDJ sont de plus en plus lourdes, à la fois pour les patients, les familles et puis aussi pour les soignants. Et puis, un petit point sur la complexité de la surveillance ophtalmologique chez les enfants, parce que les fonds d'œil à faire à 1 an, c'est très compliqué. Parfois, il faut les refaire 3 fois pour avoir des données fructueuses. Ensuite, en contre, il y a aussi le côté économique. Vous savez que les modulateurs, ça coûte très cher. Peu d'études dans la littérature là-dessus. Je vous présente quand même une qui est assez intéressante. Étude américaine de 51 patients mucos donc de plus de 12 ans, donc il y avait des enfants et des adultes, vivant en Caroline du Nord. Ils ont évalué les coûts du modulateur, de la mucoviscidose et du Trikafta 10 mois avant la mise sous Trikafta et 10 mois après. Donc le graphique est assez parlant. Donc je vous ai remis la date de l'AMM du Trikafta. Ça marche pas. Donc c'était octobre-novembre 2019. Et donc vous voyez que sur la courbe en rouge, c'est les coûts totaux, les dépenses totales pour les patients mucos. Donc ça flambe à partir de la mise en place du Trikafta. Et puis la courbe grise, c'est le Trikafta en tant que tel, donc l'augmentation des coûts à partir de 2019, elle est principalement liée au traitement. Dans la même étude, les résultats sont présentés un petit peu différemment, ils sont aussi très intéressants. Les coûts totaux, donc avant Trikafta, c'est en bleu, après Trikafta en gris. Vous voyez que ça flambe également, ça augmente de 52% dans les 10 premiers mois après la mise sous modulateur. Les coûts de pharmacie, donc du traitement, augmentent de 73%. Et puis en parallèle, on a une petite diminution, mais qui est moins importante que l'augmentation sur les consommations de soins, les consultations de professionnels et les hospitalisations. En France, il n'y a pas d'étude pour l'instant qui évalue l'impact du Kaftrio sur les coûts de santé. Mais je vous présente quand même une étude française, un travail français qui avait été mené par l'équipe de Lyon et de Saint-Étienne pour évaluer les coûts de santé des enfants avant l'ère des modulateurs. Donc, c'est des enfants de l'âge de 0 à 10 ans, avec les données du registre qui étaient chaînées avec les données de l'assurance maladie. En moyenne, à la première année de vie, un enfant coûterait à la Sécu 12 000 € par an. Vous voyez que la deuxième année, ça diminue un petit peu, on est autour de 10 000 €, et puis ça va monter progressivement jusqu'à 10 ans pour être autour de 20 000 € par an.
Donc la première année, c'est principalement les coûts liés aux hospitalisations, et puis à partir de l'avancée en âge, c'est surtout les coûts des traitements et les hospitalisations diminuent. Si on regarde les prix des modulateurs, ils sont fixés, en tout cas pour Kalydeco et Orkambi. Donc vous savez que c'est très cher, 122 000 € par an par patient pour Kalydeco, Orkambi 121 000 € par an. Pour Kaftrio, Kalydeco, pour le petit de 2 à 5 ans, pour l'instant, le prix n'est pas fixé puisqu'on est en accès précoce, mais si on se base sur le prix à 6 ans, on est autour de 170 000 € par an par patient. Donc si on ajoute le prix d'une année de modulateur plus les coûts de santé qui sont connus avant l'ère des modulateurs, autour de 12 000, 10 000 € par an par enfant, on est environ pour Kalydeco et Orkambi autour de 130 000 € par an pour une année de traitement plus ses soins habituels, et pour Kaftrio autour de 180 000 € par an. Alors bien sûr, il y a probablement une baisse des coûts liés aux antibiotiques et aux hospitalisations sous modulateur, mais les dépenses liées au traitement sont nettement supérieures à ces baisses de coûts. Voilà pour ma partie. Donc on va, pour finir, vous refaire passer les questions qu'on a présentées auparavant, voir si vous avez changé d'avis. Alors, selon vous, les enfants atteints de mucoviscidose classique éligibles au traitement Orkambi doit-il débuter le modulateur dès l'âge de 12 mois? Oui, systématiquement. Ok. Non, jamais. Ok. Et non que pour les enfants symptomatiques. Ouais. Ok, donc à peu près équivalent, je pense, à tout à l'heure. Pas de gros changements pour Orkambi. Pour Kaftrio, donc selon vous, les enfants atteints de mucoviscidose classique éligibles au Kaftrio doivent-ils débuter le traitement le plus précocement possible dès l'âge de 2 ans? Oui, systématiquement. Okay. Peut-être un peu moins de réponses que tout à l'heure. Non, on débutera que si l'état respiratoire se dégrade ou la croissance est mauvaise. Ouais. Un peu plus de réponses aussi, je crois. Non, on laissera les patients homozygotes sous Orkambi s'ils sont stables ou peu symptomatiques. Une voix, ok, une ou deux voix. Et non, les parents ont peur des effets indésirables. À 2 ans, on attend que les parents soient prêts pour débuter Kaftrio. Ouais, des voix au fond, ok. Merci. Et donc, pour les enfants de 2 ans qui ont des troubles du sommeil, de l'hyperactivité ou des troubles du comportement, débutez-vous Kaftrio dès l'âge de 2 ans? Oui, sans problème. Non. Oui, mais avec prudence. Ok. Non, on attendra quelques mois que ces troubles du sommeil et du comportement s'améliorent pour ne pas les amplifier. Un peu plus de votes que tout à l'heure, ouais. Et non, c'est contre-indiqué. Non. Ok. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup. Alors, difficile d'évaluer précisément, effectivement, si vous avez réussi à convaincre l'une ou l'autre. Alors, on ne va pas avoir beaucoup de place pour les questions, mais est-ce que vous, dans vos activités de pneumologue pédiatre, vous avez parfois été confronté justement à des parents hésitants à faire débuter un modulateur chez un de leurs petits? Rapidement, hein, pour la réponse, parce qu'il nous reste 2 minutes. Moi, personnellement, non. Aucun. Enfin, ils ont tous accepté le traitement facilement. Ouais, moi j'en ai qui n'ont pas accepté. Enfin, vous savez très bien. Hein. Et je travaille à chaque fois parce que je crois vraiment que c'est nécessaire pour cette patiente, en l'occurrence, qui a 5 ans, qui a une atteinte respiratoire super sévère, et les parents sont pas chauds. Donc, on a commencé par le Kalydeco parce qu'elle est éligible au Kalydeco, mais je désespère pas de lui faire prendre le Kaftrio, mais ils sont pas en faveur de ça pour le moment. Donc, c'est un travail à faire aussi avec les parents, et il faut les écouter. Donc, voilà, on les écoute. Très bien, allez. Non, on n'aura pas de questions, sinon on va finir en retard et ça ne serait pas le but. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette controverse.